just get this started. I don't need another pointless story. Elle en a marre. Bref, bonjour à tous. Bon, vous avez déjà vu le titre de la vidéo, donc vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, mais avant toute chose, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Avant d'avoir mon Essential Phone, j'avais opté en 2015 pour un Motorola, le Moto X-Steel que voici. Et je l'avais gardé environ 2 ans, je crois, un petit peu moins de 2 ans, et j'en avais d'ailleurs fait un test sur la chaîne. Globalement, j'en étais plutôt content de ce smartphone, hein. Il avait des fonctionnalités tout à fait intéressantes pour l'époque, comme par exemple Android pur, un écran gigantesque de 5,7 pouces, ouais c'était gigantesque à l'époque, et surtout un son stéréo en façade qui était vraiment de bonne qualité, et ça c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié. Alors vous allez me demander pourquoi ne pas être resté fidèle à cette marque pour le choix de mon nouveau smartphone. Bonne question. Bon, vous commencez à me connaître à force, hein, mais je suis très exigeant quand il s'agit du design des smartphones. Et autant j'appréciais le design du Moto X-Steel avec son dos en bois par exemple, autant j'ai eu beaucoup de mal avec le design des nouveaux smartphones Moto, après le rachat de Motorola par Lenovo. Ce petit capteur d'empreinte carré qui était pas centré sur la bordure du bas, ses bordures assez imposantes d'ailleurs, et son appareil photo proéminent à l'arrière, j'étais vraiment pas fan. Mais le Moto Z premier du nom apportait tout de même une nouveauté intéressante, les Moto Mods, des accessoires faisant du Moto Z un smartphone modulaire que vous pouviez transformer en mini vidéoprojecteur, en enceinte portable ou encore en appareil photo Polaroid. Bref, 2 générations plus tard, nous voici avec le dernier né de la gamme Z, le Moto Z3 Play. Comme à l'accoutumée, Motorola propose plusieurs versions d'un même smartphone et cette année on a eu droit au Moto Z3 et à sa version Play que nous avons ici. Le Moto Z3 étant un smartphone exclusif à l'opérateur américain Verizon, nous nous intéresserons surtout au Moto Z3 Play que tout le monde peut acheter. Ce modèle visuellement identique nous offre une fiche technique un poil plus modeste mais néanmoins solide qu'on pourrait situer dans le haut du panier du milieu de gamme. En fait, ce qui permet de différencier le Moto Z3 du Z3 Play, c'est principalement le processeur et l'appareil photo. Ici, le Z3 Play est équipé d'un Snapdragon 636, tandis que c'est un Snapdragon 835 qui équipe le Moto Z3. Alors c'est un processeur plus haut de gamme, mais il commence à dater un peu. Côté caméra, on nous propose 2 capteurs de 12 et 5 mégapixels sur le Z3 Play, alors que sur le Z3, les 2 capteurs ont une définition de 12 mégapixels. À côté de ça, on a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, extensible via microSD, un écran Super AMOLED Full HD+ de 6 pouces, une batterie de 3000 mAh, et le NFC et le Bluetooth 5.0 sont également de la partie, et il faut bien ça pour compenser l'absence de prise jack. D'ailleurs, rien de bien étonnant de ce côté-là, un Motorola faisait partie des premiers constructeurs à s'être séparé de la fameuse prise son avec le Moto Z premier du nom. T'en penses quoi, toi, t'aimerais qu'elle revienne la prise jack? Tu sais pas trop? Bah c'est pas trop. Bon, côté sécurité, on a droit à un capteur d'empreinte situé sur la tranche droite du smartphone. Alors moi c'est la première fois que j'ai l'occasion de tester ce genre de configuration, et je dois bien dire que c'est assez ingénieux. D'une part ça permet d'éviter d'avoir un capteur disgracieux qui prend de la place en bas de l'écran, et d'autre part il reste accessible lorsque le smartphone est posé sur un bureau ou sur une table, ce qui n'est pas possible lorsque le capteur est au dos de l'appareil. Et pour avoir testé, c'est vachement pratique en voiture aussi, hein, quand votre smartphone est fixé sur les grilles d'aération pour Google Maps ou Spotify par exemple. En revanche, il m'arrivait très souvent de déverrouiller mon phone sans le faire exprès, hein, en le remettant dans ma poche après l'avoir utilisé, notamment parce que le bouton de verrouillage est à l'opposé du capteur d'empreinte sur la tranche gauche. Et donc en prenant appui avec mon pouce pour appuyer sur le bouton de verrouillage, bah bien souvent ça tombait sur le capteur d'empreinte. C'est un peu étrange de ne pas avoir mis le bouton de verrouillage au même endroit que le capteur, voire même carrément avoir intégré le capteur d'empreinte au bouton de verrouillage, comme l'ont fait plusieurs autres marques. Aussi j'ai remarqué qu'il avait vraiment du mal à fonctionner si mes doigts n'étaient pas parfaitement secs, alors que tous les capteurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent ont toujours été plus permissifs. Et non, là fallait vraiment que j'essuie mon pouce dès lors que j'avais les mains un tant soit peu humides. Dernier point à propos de ce capteur, il ne gère malheureusement pas les gestes auxquels on commence à être habitué sur Android, à savoir le swipe down pour afficher les notifications et le centre de contrôle. C'est un peu dommage, surtout sur un smartphone de cette taille, hein, cette fonction serait vraiment la bienvenue d'un point de vue ergonomique. Bref, placement intéressant mais capteur largement perfectible. Bon, sur le haut on retrouve le tiroir SIM qui sert aussi d'emplacement pour carte microSD si vous souhaitez augmenter l'espace de stockage, et enfin sur le bas du smartphone la seule chose que l'on retrouve c'est le port USB-C. Pas de haut-parleur ici, non, puisque ce dernier se trouve au même endroit que celui utilisé lors des appels, au-dessus de l'écran. Pas con, ça permet d'avoir un son dirigé en façade, mais c'est un petit peu dommage quand même de pas être allé jusqu'au bout en mettant un second haut-parleur en bas de l'écran pour permettre le son stéréo en façade que j'aimais tant sur mon Moto X. En tout cas, ça aurait été autrement plus intéressant que ce logo Motorola. Cependant, c'est un bel écran Super AMOLED Full HD+, que nous propose Motorola, donc avec une définition de 2160 par 1080 pixels pour un ratio de 18/9 ou 2:1, un format maintenant bien répandu sur le marché du smartphone. Les couleurs sont peut-être un chouïa trop saturées, mais il faut dire que j'ai pas spécialement l'habitude des dalles OLED, donc mon avis est à prendre avec des pincettes là-dessus. D'ailleurs, vous avez la possibilité de choisir un mode de couleur moins saturé, mais pour le coup la différence est vraiment énorme, et quand ce mode est activé, on a presque l'impression que l'écran est passé en noir et blanc.
Bon, j'exagère un petit peu, mais la différence est vraiment très prononcée, et même un mauvais écran LCD proposera des couleurs plus riches. Bon, par contre, il y a un point qui mettra sûrement tout le monde d'accord. Je trouve que l'écran manque un peu de luminosité en plein jour, on voit vraiment pas grand chose. Alors si vous ne le saviez pas encore, les écrans OLED permettent d'obtenir des noirs absolus, parce que les pixels noirs en fait sont des pixels éteints, et ça permet d'avoir un meilleur contraste. En revanche, c'est vraiment pénible à filmer correctement parce que dès lors que l'on n'est pas synchronisé sur la fréquence de rafraîchissement, eh ben on voit apparaître ce genre d'effet de scintillement comme ça. Mais bon, soyez rassurés, ça ne vous concerne pas, hein. À l'œil nu on voit absolument pas cet effet de scintillement, c'est vraiment juste un problème de caméra. Comme sur la majorité des smartphones sortis cette année, le dos du Z3 Play est en verre, mais ce qui le différencie du reste du marché, c'est ce connecteur. Ce connecteur, c'est un peu la marque de fabrique de la série Moto Z puisque c'est lui qui permet d'y attacher des Moto Mods, depuis la première génération et donc encore aujourd'hui avec le Z3 Play. Alors oui, on peut pas dire qu'il soit très discret ce connecteur, hein, rien à voir avec les deux petits points dorés du Essential Phone qu'on oublie très rapidement, mais en même temps les Moto Mods en termes d'accessoires c'est probablement ce qui se fait de plus complet. Avec ça vous allez pouvoir améliorer certaines fonctions de votre Moto Z et même en ajouter de nouvelles. Ainsi, vous pourrez lui rajouter une caméra 360 degrés, un gamepad, ou bien le transformer en petite enceinte portable, et même carrément en mini vidéoprojecteur. Ces modes-là, c'est ceux qu'on m'a prêtés pour ce test, mais il en existe encore d'autres qui font des photos Polaroid, ou qui ajoutent un zoom optique x10, ou même qui ajoutent la charge sans fil tout en donnant un petit style à votre smartphone, et un mode est même prévu à l'avenir pour ajouter la compatibilité 5G avec Verizon en tout cas. Mais mon préféré personnellement, il est inclus dans la boîte, et ça c'est très cool. Il s'agit tout simplement d'un mode permettant d'augmenter drastiquement l'autonomie du Moto Z. Pour être honnête, l'autonomie du Z3 Play était déjà plutôt bonne nativement, j'avais aucun mal à tenir la journée, mais avec ce mode là, je pouvais carrément tenir 2 jours assez facilement en utilisation normale. Alors évidemment, il ajoute une certaine épaisseur au smartphone, et le tout devient forcément plus lourd aussi, mais très franchement, ça en vaut la peine. Concrètement, ce mode il est resté attaché 90% du temps à mon phone. Bon, par contre, pour ce qui est des autres Moto Mods, mon avis est un petit peu plus partagé. Évidemment, quand on voit tout ça, on peut se dire que c'est un peu gadget, et je vais pas vous dire le contraire, c'est clairement un peu gadget. Même si certains modes sont vraiment sympas à utiliser. Il y a notamment le vidéoprojecteur que j'ai utilisé pour projeter Captain America Winter Soldier sur mon plafond pour que je puisse le regarder tout en étant couché dans mon lit. Et pour le son, j'ai juste connecté le smartphone à une enceinte Bluetooth, et là franchement c'était royal. Bon, par contre, faut vraiment être dans le noir complet pour projeter en grand comme je l'ai fait, parce que, évidemment, sur un si petit projecteur, la luminosité est forcément limitée. D'ailleurs, vous avez une petite molette dessus pour régler le focus, et pour ce qui est du trapèze, le projecteur l'ajuste automatiquement, c'est plutôt pratique. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage que le focus ne se fasse pas également automatiquement, puisque en théorie ce serait largement possible. Le mode enceinte JBL peut être assez sympa aussi, il permet d'avoir bien entendu un son beaucoup plus puissant, mais je n'ai pas trouvé ce son vraiment transcendant et personnellement ça ne me motivait pas à l'utiliser plus que ça. Et clairement, c'est pas au niveau d'une vraie enceinte Bluetooth comme ma JBL Flip 2. D'ailleurs, pour le même prix que le Moto Mode JBL, vous avez une vraie enceinte JBL Flip 4, le dernier modèle en date, et pour ma part, le choix est vite fait. Et là, on touche au point noir de ces Moto Mods, le prix. Je trouve personnellement qu'ils sont excessivement chers pour ce qu'ils proposent. Alors ouais, le vidéoprojecteur c'est sympa, c'est cool et tout, mais est-ce que vous seriez prêt à mettre 300 balles dedans? Bon, alors celui-ci fait partie des plus chers, d'accord. Mais bon, le gamepad là, c'est 75 balles. C'est plus cher qu'une manette de PS4. Et niveau qualité de construction, c'est pas comparable. D'ailleurs, initialement, je m'étais dit que j'allais tester le gamepad sur PUBG et qu'avec ça j'allais éclater tout le monde. Et devinez quoi? Le gamepad n'est pas compatible avec PUBG. Bon, heureusement il fonctionne sur pas mal d'autres jeux, mais la jouabilité n'est franchement pas au niveau de ce à quoi je m'attendais. Mais bon, quand on y réfléchit, ça se comprend, les jeux sur mobile sont pensés et optimisés pour être joués via l'écran tactile, pas avec une manette. Bref, le gamepad est assez difficile à défendre. Par contre, il ajoute un port jack. Alors si tout le reste vous dérange pas, pourquoi pas? En tout cas, ça fait 3 générations de Moto Z que le dos et le connecteur sont identiques, et donc compatibles. Ça veut dire que ceux qui avaient acheté des Moto Mods pour leur Moto Z premier du nom peuvent encore les utiliser sur les smartphones les plus récents de la gamme, et ça c'est un bon point. Mais difficile à dire si ça va encore durer longtemps, puisque ça oblige Motorola à conserver le même form factor, les mêmes dimensions, et donc l'investissement est peut-être un peu risqué. En tout cas, au niveau des performances, j'ai pas grand chose à dire, parce que ça marche bien, c'est fluide, et c'est sûrement grâce à une surcouche très légère, très proche d'Android pur. Les jeux tournent bien, et pour être honnête, ce petit Snapdragon 636 m'a très agréablement surpris. Au point où je me suis même dit que pour mon prochain smartphone personnel, j'aurais pas forcément besoin d'un processeur haut de gamme. Et d'ailleurs, j'ai jamais constaté de chauffe en jeu, à part quand le Moto Mode batterie était connecté et activé tout en jouant. Alors par contre, j'ai remarqué que ce smartphone souffrait d'un bug récurrent qui revenait systématiquement tous les jours au niveau de la barre de navigation, en bas de l'écran. Effectivement, les boutons de navigation ont tendance à ne jamais rester exactement au même endroit, c'est vraiment étrange. Parfois ils sont un peu plus haut ou plus bas, parfois ils sont un peu à droite, un peu à gauche, et donc on les retrouve souvent à ne pas être centrés dans l'espace de la barre de navigation.
Bon, vous savez que j'ai tendance à chercher la petite bête dans les moindres détails dès lors qu'on parle de design, mais là clairement j'avais jamais vu ce bug sur aucun autre smartphone. Du coup j'ai voulu vérifier si ça déplaçait aussi la zone active de ces boutons, hein, la hitbox si vous voulez. Et apparemment non, elle reste bien en place. Mais pour être honnête, c'est pas le ressenti que j'ai eu à l'utilisation. Par exemple, il m'est arrivé un certain nombre de fois de rater le bouton retour et de devoir m'y reprendre à plusieurs fois pour appuyer au bon endroit. Et clairement c'est un peu déroutant, surtout quand on est habitué à appuyer machinalement à tel ou tel endroit. Alors après réflexion, je me suis dit que c'était peut-être voulu de la part de Motorola et que donc c'était peut-être pas un bug. Vous le savez peut-être, mais les écrans OLED ont la fâcheuse tendance de marquer les zones qui sont souvent utilisées pour afficher la même chose. Et la barre de navigation est un des pires cas de figure pour ça, puisqu'on a des pixels qui sont pratiquement tout le temps éteints et d'autres qui sont pratiquement tout le temps allumés à fond en blanc. On a d'ailleurs pu observer ce phénomène de brûlure d'écran sur les Google Pixel 2 XL, où l'on pouvait distinguer la trace des boutons de navigation, même quand ils n'étaient pas censés être à l'écran. Donc voilà, faire bouger légèrement les boutons de navigation à chaque déverrouillage de l'appareil, eh ben ça pourrait permettre de limiter grandement cet effet de marquage. Enfin, bug ou pas, si ça vous saoule, vous avez la possibilité de remplacer cette bonne vieille barre de navigation par un système de navigation par geste proposé par Motorola. Vous vous retrouvez alors avec une petite barre plus fine en bas de l'écran. Appuyez dessus pour retourner à l'écran d'accueil, glissez à gauche pour revenir en arrière et à droite pour accéder au multitâche. D'ailleurs, en parlant de gestes, Motorola propose pas mal de petites fonctionnalités intéressantes, dont deux que j'avais déjà sur mon Moto X-Steel à l'époque et que j'appréciais particulièrement, comme celle-ci. Secouez 2 fois rapidement votre smartphone pour activer la lampe torche. Vous pouvez également accéder à l'appareil photo en faisant une sorte de double rotation comme ça avec votre poignet. Mais ce n'est pas tout, il y a encore d'autres raccourcis que vous pourrez trouver dans l'application Moto qui est préinstallée sur le smartphone. D'ailleurs, j'ai retrouvé une autre fonctionnalité que j'avais déjà sur mon Moto X à l'époque et qui me servait en fait à afficher l'heure ou les notifications en passant la main comme ça au-dessus du smartphone. On s'habitue rapidement à cette fonction et je vous cache pas que quand j'avais quitté mon Moto X pour mon Essential Phone, eh ben j'étais un petit peu déçu de ne plus pouvoir faire ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Moto Z3 Play tourne sous Android 8.Oreo et devrait recevoir la mise à jour vers Android Pie prochainement, mais comme toujours on n'a pas de date précise, tout ce qu'on nous dit c'est que ça devrait arriver cet automne, donc quelque part entre aujourd'hui et le 21 décembre. Bon, et l'appareil photo dans tout ça, qu'est-ce qu'il vaut ? Vous êtes très nombreux à accorder une grande importance à l'appareil photo lorsque vous choisissez votre smartphone. Personnellement, c'est pas ce que je regarde en priorité, mais un bon appareil photo est toujours bon à prendre. Alors je suis pas le plus grand des experts quand il s'agit de comparer les caméras de tel ou tel smartphone, donc je vais juste vous montrer quelques exemples de ce que j'ai pu capturer avec le Z3 Play dans différentes situations, et je vous laisse vous faire votre propre avis en fonction de ce que vous voyez. De mon point de vue, c'est plutôt correct. En tout cas, c'est mieux que sur mon Essential Phone, mais bon, on peut pas dire que ce soit vraiment difficile de faire mieux. Après, ce qui est un petit peu décevant, c'est que le second capteur qu'on nous propose n'apporte rien de bien concret. Il sert juste à améliorer les capacités du capteur principal et à calculer la profondeur de champ pour le mode portrait. Et quand on voit que Google fait 10 fois mieux avec un seul capteur, on est en droit de se demander si c'est pas juste une histoire de marketing. Alors attention, j'ai rien contre les multicapteurs, quand ils nous proposent plusieurs focales différentes pour avoir par exemple un zoom sans perte de qualité ou un ultra grand angle, je trouve ça plutôt chouette. Mais franchement là, ça n'apporte rien qui le rende vraiment nécessaire. En basse lumière, j'ai eu l'impression que le capteur avait un peu de mal à trouver la bonne balance des blancs. Les premières photos que j'ai prises étaient toutes très bleues, et d'un coup la balance des blancs s'est ajustée et est devenue bien plus neutre. Et pour ce qui est de la caméra frontale, elle fait le taf, mais j'ai l'impression qu'elle est particulièrement sujette aux reflets du soleil, ce qu'on appelle les lens flares, et comme souvent en basse lumière, elle galère un peu. En vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K à 30 fps, en Full HD à 30 ou à 60 fps, et même en 720p à 120 fps pour du slow motion, tout ça avec le capteur dorsal. Et avec le capteur frontal, on peut filmer en Full HD à 30 fps. J'ai trouvé la vidéo assez bien stabilisée, mais bon, encore une fois, je viens d'un Essential Phone qui, malgré ses qualités, n'était pas très bon niveau caméra. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Bref, pour résumer tout ça, je dirais que ça fait bien le taf, mais c'est pas le smartphone qu'il vous faut si vous cherchez avant tout un bon appareil photo. Niveau personnalisation, on est très loin de l'époque du Moto X-Steel où on pouvait choisir séparément la couleur du tour en aluminium, du module caméra et même du dos qu'on avait au choix en plastique, en cuir ou même en bois. Non, ici le Moto Z3 Play n'est disponible qu'en une seule couleur, ce bleu foncé, plutôt joli tout de même, et si vous voulez le personnaliser, il va falloir regarder du côté des Moto Mods, puisque certains, très fins, n'ont pour but que de relooker votre smartphone tout en comblant l'écart entre le dos du smartphone et le module photo, pour avoir une surface plus plate. Alors finalement, est-ce que je vous le recommande ce Moto Z3 Play? T'en penses quoi toi Chanel? Tu penses que je devrais le recommander? À l'heure où je m'enregistre, on peut l'avoir pour 399 € sur Cdiscount, c'est d'ailleurs le seul revendeur proposé sur le site de Motorola. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Pour ce prix, vous avez un smartphone très bien construit, assez puissant, une autonomie absolument excellente avec le Motomode batterie qui est inclus dans la boîte, un écran OLED sympa et tout un écosystème de mods vous permettant de customiser votre smartphone. Comme je l'ai évoqué plus tôt, ces motomods sont selon moi trop chers, et qui plus est, je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon investissement puisque rien ne dit que votre smartphone suivant soit également un Motorola, et quand bien même il est difficile de dire combien de temps encore Motorola va conserver ce système compatible de génération en génération. Mais bon, rien ne vous oblige à acheter ces mods, en tant que tel ce smartphone est plutôt bon et agréable à utiliser. Selon moi, ses gros points forts sont l'autonomie, la qualité de fabrication aussi, mais surtout l'interface épurée
propre, simple et fluide. Mais si ce qui vous importe le plus c'est la qualité de l'appareil photo ou la puissance brute du smartphone, eh ben je vous conseillerais de vous renseigner respectivement sur le Honor 10 et le Pocophone F1. En attendant, si vous souhaitez connaître ma préférence personnelle entre ces trois smartphones, eh ben je pense qu'elle va quand même au Moto Z3 Play, rien que pour la propreté de son expérience logicielle, chose à laquelle j'accorde une importance capitale. Voilà, ce test du Moto Z3 Play est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura aidé à vous faire un avis. Si vous appréciez le travail fourni, vous savez quoi faire, et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais remercier le Café du Geek avec qui je suis en partenariat. C'est grâce à eux que j'ai pu tester ce smartphone, et ben voilà, je les en remercie sincèrement. Donc je vous invite à aller faire un tour sur leur page web qui se trouve dans la description, et vous y trouverez également un lien vers leur Twitter. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, alors bye tout le monde.